Alexandre Fanus, bonjour. Bonjour Quentin. Alors dites-moi un buzz absolu sur les réseaux sociaux. Si je vous pose la question comme ça, à chaud, vous pensez à quoi? Un buzz vraiment immense, un truc que tout le monde a vu. Tous les internautes de France et de Navarre ont vu. Je nous ramène il y a un peu plus de 10 ans, c'était Ah, mes jeunes années chez Google et je me souviens du buzz qu'avait fait cet artiste coréen, Gangnam Style, avec cette ah, chorégraphie absolument impressionnante. Elle avait cassé Internet avec un nombre de vues des folle milliards. et c'était Des milliards. le début de YouTube qui Ouais. accélérait, etc. Donc assez dingue, je me souviens de ça. Des milliards de vues. Aujourd'hui sur YouTube, il y a plusieurs versions de la C'est même fou. chanson avec des milliards C'est de fou. vues d'ailleurs. Ouais, absolument fou. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro avec en face de moi aujourd'hui Alexandre Fanus, peut-être fan de Psy. Vous avez réécouté cette chanson depuis ou... Alors je ne l'ai pas écoutée intensément depuis, mais je me souviens qu'elle est assez entêtante quand même. Ouais. Assez, Ouais. assez, d'où l'intérêt de ne pas la réécouter, Exactement. justement. Vous êtes vice-président de Taboola, donc qui est une société américaine de référence en matière de marketing et de performance en ligne. Alors vous n'en êtes pas le fondateur, mais néanmoins je vais vous poser la question, pourquoi ce nom Taboola? Pourquoi parce qu'il y a le mot tabou dedans. Ça n'a Ouais, rien à exactement. voir, mais- Alors, je voudrais pas Tombola. trahir. Ouais, absolument. J'adore cette question. Je voudrais pas trahir le choix qu'a fait mon fondateur Adam à l'époque quand il a choisi ça. Donc, je reprends plus le concept. À l'époque, on a Google de haut, Facebook de haut dedans. Il voulait avoir quelque chose d'assez prégnant sur ce secteur-là. Et puis, dans Taboola, il y a le concept de tabula rasa, vraiment prendre Ah oui. les choses depuis le début, mais vraiment, voilà, c'était son choix. Moi, c'est l'interprétation que j'en fais aujourd'hui. Et vous y œuvrez, vous, depuis plus de 10 ans dans cette société Taboola. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers jours, les premiers jours dans cette société? Généralement, ça marque un Ouais. esprit quand on rentre dans une entreprise, qu'on a son premier ordinateur, sa première chaise, ses premiers voisins de bureau. Je m'en souviens très très bien. Je vous plonge dans le quartier de Covent Garden à Londres, Oui. en plein centre. Une petite rue, un petit immeuble. On est une dizaine. J'ai été quelques semaines, quelques mois avant appelé par un de mes copains de Google qui me dit il y a un super projet qui se lance. Et donc on est dans Covent Garden, ambiance start-up, une moquette bleue un peu douteuse. Mhm. Et vraiment cette envie de grandir très vite. Et je me souviens surtout de cette envie-là. Donc il faut imaginer l'ambiance londonienne et l'envie de grossir très vite. Ouais. L'envie de grossir très vite, ce qui est fait désormais, 10 ans plus tard. Aujourd'hui, vous êtes un job important, on peut le dire, Alexandre Fanus, puisque je l'ai dit, vous êtes vice-président donc pour la région Europe de Taboola. Pourquoi est-ce que vous avez, en 10 ans, selon vous, vous êtes monté comme ça les échelons jusqu'à ce job, les skills qui vous caractérisent, qui matchent avec le business que vous représentez, c'est quoi? Et quand on recrute, et je pense que c'est un choix qui a été fait à l'époque, quand j'ai eu la chance de rentrer dans. Vous êtes dans passé ce par beau Google projet. aussi. Oui, un court Ça a un passage chez poids, Google. ça, quand on passe par Google, que ce soit un court passage ou un passage plus long, est-ce que sur le CV et dans la suite de carrière, c'est impactant? Non, c'est absolument pas. Non, c'est pas un poids, Quentin. C'est une chance immense. C'est un endroit où on apprend un nombre incroyable de choses et surtout on rencontre énormément de monde. Là, dans l'industrie et dans ce secteur-là, il y a beaucoup de contacts, beaucoup d'amitiés que j'ai nouées, Ouais. et en très très peu de temps. Mais pour revenir sur votre question, je pense qu'à l'époque, il y a cette volonté d'embaucher du monde qui fera un peu plus que son job et qui voudra construire et monter à l'échelle. On est une centaine dans le monde, on est une boîte privée, on veut aller jouer le jeu de la compétition sur un marché qui est assez dominé par les grosses plateformes. Donc l'idée, c'est d'avoir des personnes assez volontaires et de monter à l'échelle et de faire un peu plus année après année. Ouais. Vous dites jouer sur ce marché où il y a beaucoup de concurrence, etc. Pour réussir, il faut être joueur justement dans ce marché. Il faut aimer le goût du jeu justement. Oui, faut aimer prendre des risques, je pense. Faut aimer prendre des risques, aimer jouer à la fois sur des choses assez rationnelles, assez guidées par les données, mais aussi être mené par l'intuition, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez me décrire justement pour le grand public, méticuleusement mais succinctement, ce que fait Taboola? Oui, avec Aujourd'hui. plaisir.
Avec plaisir. En fait, si on essaye de mettre les utilisateurs sur Internet dans 3 catégories, vous avez ceux qui viennent sur Internet avec une intention de rechercher quelque chose de très fort. Ceux-là, ils vont chez Google sur le réseau de recherche, ils vont sur Perplexity, sur ChatGPT. Mhm. Il y a ceux qui sont plus dans une démarche sans vraie grande intention. Ils vont, les Anglais diraient browser, ils vont parcourir, ils vont venir sans grande intention de recherche. Ils vont plutôt aller sur les réseaux sociaux. Ils vont scroller, voilà. Sans que ce soit négatif. Quelquefois, c'est propice à des découvertes. Et la 3e catégorie d'utilisateurs, elle est là pour s'éduquer. Elle va sur ce qu'on appelle, nous, le web ouvert, c'est-à-dire, contrairement au web fermé, qui est le web des grandes plateformes, elle va sur Le Figaro, sur la BBC, elle va se renseigner sur du divertissement, du sport. Et nous, on a fait le constat que c'est extrêmement facile pour un annonceur d'être présent et d'acheter de la publicité sur la première catégorie, Google. C'est très facile de le faire aussi sur les réseaux sociaux aujourd'hui avec les grandes plateformes publicitaires, mais c'était incroyablement compliqué d'avoir un accès qui était ciblé et très simple sur ce fameux web ouvert et sur les grands sites internet. Et donc c'est là que Taboola rentre en jeu. On est une plateforme publicitaire qui rend les choses faciles pour les petits et les grands annonceurs. Qui rend les choses faciles et qui permet d'accéder à de très beaux sites. Facile et précise, disons qu'il y a C'est ça. il y a un chemin, un étau qui se resserre, qualitatif. Il y a de la masse, mais de la qualité aussi. Il y a de la qualité et elle va aussi avec le ciblage, le cœur de métier de Taboola au sein de ce web que je viens de vous décrire. C'est une spécialité qui consiste à vraiment aider la marque à avoir un résultat à la performance. Aujourd'hui, il y a pléthore de solutions pour qu'une marque diffuse son message sans grande mesure de la performance. Aujourd'hui, quand un assureur comme Allianz ou un équipementier sportif fait de la publicité chez nous, il y a très très souvent, voire dans 100% des cas, un objectif de performance qui va mesurer et qui va pouvoir justifier ensuite auprès de son entreprise. Vous venez d'un peu de répondre à cette question que je voulais vous poser, mais je vais utiliser votre jargon. Comment, donc en 2025, une marque peut recruter, comme dans le monde du recrutement, des nouveaux utilisateurs à travers votre plateforme. J'aime bien ce verbe, cette idée de recruter. De recruter. Parce que capter l'attention d'un utilisateur, c'est une chose, mais le recruter, c'est encore plus puissant, quoi. Oui, absolument. Et puis la pub hors digital l'a fait dans son temps. La magie de la publicité digitale et nous, du secteur sur lequel on se positionne, qui est la publicité vraiment à la performance, c'est qu'on permet de recruter, pour reprendre ce terme-là, vraiment de manière très lisible grâce à des algorithmes et de la donnée qu'on peut fournir. Donc, pour reprendre encore un exemple, parce que je trouve que c'est ce qui est le plus parlant, quand un annonceur français, par exemple comme EDF, veut recruter pour son tarif bleu, il va mettre le coût par client dans la plateforme qu'il veut investir et il va pouvoir maîtriser vraiment à l'euro près, au centime près, ce qui va lui coûter de créer cette acquisition-là. Alors, il va maîtriser les métriques, il va avoir toute la transparence sur les chiffres, etc. Mais vous avez prononcé un gros mot, algorithme. Il n'aura pas, enfin peut-être que vous allez me dire l'inverse, mais à ce jour, personne ne peut savoir, ne peut lire 100% de comment un algorithme fonctionne. C'est d'ailleurs ce qui fait se tirer les cheveux à beaucoup de professionnels. La compréhension à 100% d'un algorithme n'est jamais absolument certaine. C'est vrai, et c'est pour ça que l'algorithme doit le plus souvent être mis dans des mains assez saines. Nous, ce qui nous oblige, c'est là où on opère. Ce fameux web ouvert dont je vous ai parlé, c'est qu'on se retrouve sur des marques comme la BBC, Gazzetta dello Sport, Süddeutsche Zeitung, donc les plus grandes marques européennes et mondiales. Et ce qui nous oblige, c'est d'avoir ce ciblage qui est respectueux et qui n'est pas un ciblage sur des intérêts, sans nommer d'exemples qu'on a pu connaître dans le passé sur des grandes plateformes. C'est des choses qui nous obligent.
tout réside en fait dans ces garde-fous que vous mettez sur l'algorithme et c'est vraiment le secret qui permet d'avoir un algorithme responsable. Autre mot-clé que vous venez de prononcer, respectueux, ciblage respectueux. Ça aussi, c'est une coulisse intéressante en 2025. Comment est-ce qu'on fait justement quand on a un job comme le vôtre pour être respectueux justement dans le ciblage? Je reprends vos mots. Je le vois sous deux angles. Le respect d'abord par la régulation qui ces 10 dernières années, principalement dans un continent comme l'Europe, a accéléré. Il y en a qui voient un frein pour le business. Moi, j'y vois plutôt une garantie de respect de l'utilisateur et de demande de consentement dans les principaux moments de sa découverte de contenu. Et ensuite, respect par les données qu'on utilise, des données qui ont été agrégées avec le consentement de l'utilisateur. Donc encore une fois, je suis là pour parler de ce qu'on fait bien, pas de ce qui est fait mal à côté. Bien sûr, oui. Mais ça me paraît vraiment crucial. Entendu, comment ça va évoluer? Je reviens sur le monde algorithmique qui gère un peu les passions de beaucoup de business. Est-ce que ça va continuer, justement, les algorithmes vont continuer de faire la pluie et le beau temps dans le business? Est-ce qu'ils vont être, est-ce qu'on va davantage, justement, les cerner ou l'inverse? Comment vous voyez, si on fait un peu de prospective à 5-10 ans, comment vont se comporter les algos, justement? Je pense que c'est un énorme sujet, vraiment un énorme sujet que la régulation, les États essayent de réguler à rebours du mieux qu'ils peuvent. Moi, je pense que il va falloir énormément de contrôle des acteurs eux-mêmes. Et je pense que sur le secteur sur lequel on opère, moi, je vois quelque chose qui se passe un peu à deux vitesses, à la fois une consommation de contenu, de news, d'éducation sur les réseaux sociaux qui est totalement débridée, où on voit toute une génération qui commence à s'éduquer avec ce genre de contenu. Moi, j'ai 2 petites filles, je fais le souhait que quand elles grandissent, elles continueront à s'informer sur une pluralité de médias qui continueront à exister. Et la plus grande fierté que j'ai sur ce point-là, c'est l'argent qu'on redistribue aux éditeurs. Cette année, en 2025, on va redistribuer plus d'1,5 milliard de dollars dans la presse dans le monde. Et pour moi, c'est là-dessus qu'il faut vraiment qu'on insiste. Sur la fiabilité de l'information, vous parlez de vos enfants. C'est vrai que c'est un bon parallèle. C'est-à-dire que quand on est père de famille, on n'a pas envie que nos enfants lisent n'importe quoi et soient mis devant un truc à cause de l'algorithme sur lequel ils n'ont pas besoin d'être. Absolument. C'est pour ça que vraiment renforcer le squelette technologique de ce web et de la presse me paraît vraiment crucial. Il nous reste 50 secondes, Alexandre Fanius. Rien à voir, mais vous investissez depuis presque 5 ans, vous vous impliquez à la Croix-Rouge. Pourquoi ? C'est vraiment une très très belle association. Donc en effet, je fais du secourisme à la Croix-Rouge. Une très belle association qui vraiment a plusieurs pendants, l'action sociale, le secours et l'urgence et la formation. Et pourquoi je m'y investis personnellement, c'est que c'est un moyen pour moi d'avoir un rôle concret dans la société qui m'entoure et voilà, dans les sphères amicales, de famille, professionnelles, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Alexandre Fanius, vous êtes vice-président de Taboola et je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup, Quentin. Merci.